Salut les Topiens! Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est pile 3 mois après l'ouverture de Disney Adventure World, l'ancien Walt Disney Studio. Et pour les très grosses attractions ou projets Disney, il n'est pas rare que je revienne dessus et que j'en tire un bilan définitif à froid, un peu moins dans l'euphorie des premiers vlogs lors de mes toutes premières visites de Disney Adventure World. Donc ça y est, j'ai suffisamment de recul pour discuter avec vous de toutes ces nouveautés, ce que finalement j'aime moins ces derniers temps et ce que j'aime en réalité de plus en plus, parce que je crois que dans l'ensemble, en tout cas à 70 à 80% de tout ce qui a été proposé dans le cadre de la refonte du Walt Disney Studio, c'est plutôt une réussite, qu'il n'y a pas de vrai loupé. Et donc je vous propose que dans cette vidéo, on revienne ensemble sur tout ce que j'aime, tout ce que j'ai moins aimé sur cette extension, ce qui fonctionne, quels sont ses principaux atouts et aussi ses quelques petites faiblesses. J'espère que la vidéo va vous plaire. C'est parti! Alors d'abord, je ne vais pas revenir sur les zones qui ont été refaites dans les zones historiques du Walt Disney Studio parce que ça, on l'a énormément traité sur la chaîne et on a déjà beaucoup de recul. Donc on va principalement parler de Adventure Way, du World of Frozen bien entendu, des spectacles, et donc on commence par Adventure Way. Adventure Way, dans l'ensemble, c'est une réussite. Les thématiques choisies fonctionnent, c'est-à-dire cet art nouveau, un art architectural qui se développe désormais dans tous les parcs Disney et qui fonctionne super bien dans l'univers des parcs à thème, et ça relie en plus très bien notre resort à l'univers de Paris. Et c'est ce que parfois les gens ont du mal à comprendre sur cette extension qui est très vide, c'est qu'elle permet de mieux faire circuler les visiteurs, un nouvel agencement du parc, un nouveau terrain de jeu aussi pour les Imagineers. Et donc le parc avait besoin de cette immense avenue, de ces allées qui sont extrêmement larges. Et lorsqu'on les compare à celles du premier parc, elles ont un atout, c'est qu'elles sont plus larges, donc il y a encore plus d'espace de circulation que dans le premier, mais elles sont trop vides, puisque ces allées ne sont pas occupées ni par des boutiques, ni par des espaces couverts en intérieur, ou même tout simplement couvert. En ce moment, il fait extrêmement chaud, il y a évidemment très peu d'espace climatisé à ces endroits-là. Et donc oui, au printemps, en été, ça fonctionne assez bien. J'ai peur qu'en hiver, ce soit des zones qui soient vraiment désertes, alors qu'elles le sont déjà beaucoup. Et parmi tous ces espaces de circulation, une des réussites dont on parle le moins, c'est la nouvelle séquence d'entrée de Toy Story Playland qui a enfin une vraie entrée et qui permet de beaucoup mieux immerger les visiteurs dans cette zone thématique que j'aime peu, mais elle est remontée dans mon cœur depuis qu'il y a cette nouvelle séquence d'entrée. Et surtout, elle est très utilisée et empruntée par les visiteurs. On doit aussi traverser cette zone que j'aime un peu moins, celle des jardins anglais. Et ces jardins anglais, c'est à mes yeux le principal raté de cette extension. C'est le vrai bémol de tout ça. Cet espace, en dehors des moments où il y a quelques spectacles, il est très peu utilisé, même pas non plus pour de la rencontre personnage. Et lorsqu'il n'y a rien, alors que pourtant c'est supposé être un parc urbain, en partie couvert parce qu'il y a des parasols, eh bien ces espaces ne sont pas du tout utilisés par les visiteurs, y compris même pour se restaurer. À cet endroit-là, et je l'avais déjà dit plusieurs fois en vidéo et je maintiens ce que j'ai dit, il fallait pour moi construire une immense boutique, la boutique en fait principale d'Adventure Way, qui aurait permis aux visiteurs aussi de circuler sur une partie de l'avenue et de la remonter en étant à l'abri des intempéries, de la chaleur. Et c'était aussi un bon moyen de mieux camoufler le Hollywood Tower Hotel qui est très proche de cette zone-là. Ce qui nous amène au deuxième point négatif d'Adventure Way mais aussi du World of Frozen, c'est bien entendu les intrusions visuelles. Là, on est dans un problème non réglé de ce parc Disney qui est l'un des parcs Disney qui souffre désormais le plus d'intrusions visuelles. Certaines sont plus problématiques que d'autres. Évidemment, le Hollywood Tower Hotel, je le trouve très problématique, notamment dans le paysage du World of Frozen. D'autres intrusions sont, disons, plus acceptables ou en tout cas me choquent beaucoup moins parce que c'est de l'architecture de parc à thème qui ne vient pas vous sortir vraiment de l'univers d'un parc, notamment l'intrusion d'RC Racer. Dans Adventure Way, il y a autre chose que je ne comprends pas très bien, c'est l'utilisation des thèmes. Je prends un autre exemple. Fantasy Springs à Tokyo Disney Sea utilise donc aussi l'art nouveau et utilise des personnages qui en principe n'ont aucun rapport entre eux. Mais en réalité, si. La Reine des Neiges, Peter Pan, Réponse, un point commun à ces trois personnages, c'est des classiques d'animation et qu'on peut effectivement tous les trois associer à l'univers de la fantasy et donc ils peuvent fonctionner dans une sorte de New Fantasyland comme c'est le cas du coup à Tokyo Disney Sea. Dans Adventure Way, le thème est tellement plus large qui vont bien au-delà de la fantasy. Tout est relié par cette architecture, par ces mêmes couleurs, par ce même style qui fonctionne encore une fois, mais les personnages choisis autour de ça ne fonctionnent pas. Et ces chaises volantes, par exemple, je les aurais bien vues plutôt sur les jardins anglais, sur l'univers de Mary Poppins, par exemple. En revanche, l'attraction, à cet endroit-là, me paraît être essentielle. Car oui, cette zone est encore trop vide et elle manque d'attraction. Et ce Adventure Way est une sorte
de Fantasyland ou plutôt de Garden of Imagination qui existe un petit peu proposé à Shanghai Disneyland. Et donc il faut remplir ces zones-là. Et donc mon espace préféré dans ces nouvelles zones thématiques, c'est bien sûr au niveau du Regal View, donc à la fois du bar, du lounge, du restaurant. Le restaurant me semble être un succès. En revanche, le bar me semble être assez peu occupé. C'est une offre qui est très axée sur les adultes. Et donc c'est un bar qui est beaucoup moins rempli que le Victoria par exemple, ou même que le Fleur de Lys bar au Disneyland Hotel. Néanmoins, je trouve que c'est un restaurant, un bar, un style d'expérience qui fonctionne très bien sur les fans et sur ce que moi j'aime retrouver dans les parcs à thème et ce qui manquait au Walt Disney Studios jusqu'alors. Et puis toute la zone thématique qui l'entoure, donc à la fois cette vue, l'architecture du bâtiment, le thème proposé à l'intérieur du bar et du restaurant, cet espace de circulation sur ce nouveau hub à proximité de l'attraction Réponse, tout ça est particulièrement réussi. Réponse, c'est pareil, c'est une attraction qui a été beaucoup critiquée et qui me paraît essentielle dans ces nouveaux espaces thématiques. Même la petite balade à proximité de l'attraction, bien que très vite, comme les jardins anglais, accompagnée d'une vraie attraction qui attire beaucoup de monde, et donc la zone est tout de même beaucoup moins vide que dans les jardins anglais. Ça manque là aussi d'un espace de rencontre en fixe à proximité de l'attraction. Cette attraction Réponse, elle aurait pu bénéficier d'un plus gros budget qui aurait permis d'animer par exemple les lanternes, de les faire flotter au-dessus des visiteurs, mais globalement, je trouve que c'est assez réussi. Et enfin, on se retrouve face au lac, et donc on doit circuler autour de ce lac pour rejoindre les zones thématiques. Ce lac, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il a été extrêmement bien pensé parce qu'il a été pensé avec le spectacle. Donc, ces différents étages, bien que très vides en journée, permettent en soirée une parfaite expérience pour le visiteur. Et je dois bien dire, et c'est le moment donc où on va parler de Cascade of Light, que je crois que Cascade of Light est plutôt apprécié par les visiteurs. J'étais ressorti mitigé lors de mes premiers visionnages du spectacle. Je ne suis toujours pas un très grand fan de ce spectacle, mais je dois reconnaître que la qualité de l'expérience, notamment parce qu'il y a une facilité à s'installer juste avant, à le contempler de à peu près tous les points de vue assez facilement. Disneyland Paris a progressé dans l'utilisation des drones aussi sur ce spectacle. Le spectacle est aussi plus court, donc ça permet de donner aussi cette illusion qu'il y a beaucoup plus de pyrotechnique d'habitude parce qu'elle est concentrée sur un temps plus court. Je suis juste un peu gêné parfois par ces enchaînements d'images un peu statiques, mais je dois bien reconnaître que sur le public, en termes de mobilisation technique, c'est globalement une réussite et que ça fait rêver ensuite sur les prochains spectacles nocturnes qui pourraient être proposés à cet endroit-là. Ce qui nous amène à l'autre spectacle emblématique de cette extension, une exclusivité de Disneyland Paris, Célébration à Arendelle, qui est à la fois l'une des plus grandes réussites de cette extension, mais que je classe quand même dans la catégorie des défauts de cette extension. En réalité, à cet endroit-là, au niveau du château d'Arendelle, c'est une crevasse qui n'existe pas d'ailleurs à Hong Kong Disneyland, ce qui fait qu'à moins que vous soyez au premier rang, il est quasiment impossible de voir ce spectacle. Et pourtant, c'est un spectacle vivant qui est extraordinaire, qui a été particulièrement bien mis en scène et les musiques sont absolument fabuleuses. Ça montre ce que pourrait faire Disneyland Paris en termes de spectacle vivant à l'avenir. À l'avenir, dans l'autre partie en fait du lac, c'est-à-dire à l'extérieur du lagon, dans Adventure Bay, dans le lac. Évidemment qu'il manque d'un spectacle vivant, d'une cavalcade sur l'eau. Et là, Disneyland Paris a une carte à jouer. Parce que l'eau, dans les parcs à thème Disney du monde, elle est plutôt bien utilisée en soirée, mais assez peu utilisée en journée. À Tokyo Disney Sea, il peut y avoir des cavalcades avec un bateau, une musique entêtante et répétitive, mais Disneyland Paris a une autre carte à jouer selon moi, là ici, avec un vrai spectacle, une vraie mise en scène spectaculaire au cœur de l'extension, donc dans Adventure Bay. On pourrait aller bien plus loin que le World of Frozen et utiliser des personnages de tous les autres univers d'Adventure World, et c'est ce qui manque aujourd'hui à cette extension. Et lorsque vous continuez à circuler dans les allées d'Adventure Way, donc c'est, comme je vous le disais, très vide, ils ont été obligés de combler avec quelques animations, les chalets gourmands qui sont désormais installés en partie ici, mais ça ne suffit pas pour moi à enrichir la zone. Et puis, c'est le moment d'entrer dans le World of Frozen. Alors le World of Frozen est très critiqué parce qu'effectivement, il est incomplet, et je rejoins une partie de ces critiques. Ce World of Frozen est moins bien que son aîné qui lui ressemble le plus, celui de Hong Kong Disneyland, où toute une partie du décor est dévoilée au public, avec ce coaster, cette petite montagne russe, certes très courte et très décevante, mais qui enrichit le décor, des bâtiments supplémentaires, comme cet espace de vente de glace, mais aussi ce petit spectacle en intérieur, cette animation que j'aime énormément et qui est en réalité pour moi l'atout principal de la version d'Hong Kong Disneyland, et tout simplement une meilleure isolation du land qui vous fait vraiment croire que vous êtes dans le World of Frozen. Mais je les ai tous visités, les World of Frozen, et je tiens à dire que nous n'avons pas la pire version, puisque à Tokyo Disney Sea, pour moi, ça ne fonctionne pas du tout.
c'est encore plus petit. La zone est extrêmement repliée sur elle-même. Et donc, il y a l'utilisation de perspectives forcées à foison. L'attraction est sur le côté, le château n'est pas dans une belle perspective. Ça a été clairement moins bien pensé. Et même si l'attraction est sans doute très spectaculaire, je trouve que ça ne fonctionne pas. Donc, notre World of Frozen a quand même quelque chose de spectaculaire, je trouve. Certains de ses points de vue, le lac qui est en face de lui, qui offre un point de vue extraordinaire sur la zone, ce spectacle en journée, cette rencontre royale qui n'existe pas non plus à Tokyo et à Hong Kong, qui est une expérience à faire et que je recommanderais à toutes les familles. Et enfin, on en vient à l'attraction. Là aussi très critiquée, très simpliste aux yeux de certains fans Disney, et le fait est là. C'est quand même l'une des attractions de Disneyland Paris les plus avancées en termes d'audio animatronics, de technologie utilisée, d'enchaînement des scènes, d'immersion. Je me rappelle très bien quand je l'ai faite il y a presque 10 ans en Floride, j'étais ressorti en me disant oh, mais ça, comment on va pouvoir avoir ça à Disneyland Paris? Comment Disneyland Paris va pouvoir maintenir une attraction comme ça d'un tel niveau? D'ailleurs, elle a rencontré beaucoup de difficultés techniques au départ, mais il faut reconnaître que désormais elle ne tombe plus en panne, que les gens qui la font lorsque vous leur parlez et qui sont extérieurs à l'univers des fans Disney vous disent que c'est plutôt une attraction qu'ils ont appréciée. Le seul reproche que je fais à cette attraction, mais ça vous le retrouvez dans toutes les nouvelles attractions Disney et on va le retrouver en partie sur l'attraction Roi Lion, c'est le fait que les scènes soient vides. Ces audio animatronics très réalistes sont très chers. Quand vous les placez dans toutes les scènes, vous êtes obligé de tirer le trait sur des audio animatronics moins coûteux, mais que vous pouvez multiplier à l'infini. Il n'y a qu'une seule scène où il y a beaucoup d'audio animatronics, c'est la scène des trolls, mais ils sont plus simplistes en fait. C'est le vrai problème des attractions Disney nouvelle génération. Il y a le même souci dans Tiana Bayou Adventure. De manière générale, je ne suis pas un immense fan non plus du World of Frozen, j'aurais préféré avoir Zootopie, j'aurais préféré avoir Galaxy's Edge, ou alors une création originale. J'ai beaucoup plus hâte de voir ce que ça va donner avec le Roi Lion. Mais par rapport à tout ce qui est déjà proposé dans ce parc, et même historiquement à Disneyland Paris, je trouve que c'est plutôt un bel ajout qui peut surprendre une partie du public. L'espace couvert et fermé aussi du World of Frozen en extérieur est plutôt une bonne idée et adapté au climat. Le Nordic Crown Tavern aussi, je pense que c'est plutôt une réussite, même en termes d'exploitation et d'attente. Après, très vite, on voit que les visiteurs tournent en rond et donc ils stagnent dans la zone sans trop savoir quoi faire. Puisqu'effectivement, le World of Frozen, c'est un peu comme si vous aviez ouvert Ratatouille il y a 10 ans, mais que vous l'aviez mis loin comme le World of Frozen l'est. Donc ça renvoie au fait que autour, c'est quand même encore assez vide. Donc voilà pour mon feedback complet sur cette extension, le Roi Lion. Ça pour moi, c'est le vrai tournant de Disneyland Paris qui va se profiler dans les 2 à 3 prochaines années. J'ai très hâte évidemment de continuer à suivre ça avec vous. Et puis je pense qu'on va apprendre aussi quelques petites nouvelles lors de la D23. Merci d'avoir regardé cette vidéo Utopien. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!